Shabbat Shalom, Parashat Vayetze. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. Or, après que Rachel eut donné le jour à Yosef, c'était son premier garçon, Yaakov dit à Lavan, laisse-moi partir, que je retourne chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, ces femmes pour lesquelles je t'ai servi, et que je m'en aille, car tu sais toi-même avec quel zèle je t'ai servi. Dit le Rav Mun, lorsque Rachel mit au monde Yosef, pourquoi attendit-il la naissance de Yosef pour décider de rentrer chez ses parents? Pourquoi c'est à ce moment-là que Yaakov se met en route pour le retour? Pourquoi le retour de Yaakov chez ses parents en Eretz Israël, en Eretz Canaan, dépendait de la naissance de Yosef? C'est parce qu'il lui avait été révélé que la maison d'Esav tomberait par les mains des enfants de Yosef, comme le prophète Ovadia le confirma. À présent, s'écria Yaakov, je n'ai plus à craindre Esav ni ses légions. Les enfants de Yosef, explique le Maharal, se distinguent par leur conduite empreinte de pudeur. Ils vivent à l'écart du monde extérieur, comme Rashi le note, ce sont de telles vertus qui finissent par l'emporter sur la force brutale, apanage d'Esav et de ses légions. Alors, donc, il y a un enseignement ici qui est connu et qui dit que, en fait, Yaakov savait que pour affronter Esav, il avait besoin de la force de Yosef. La force de Yosef est une force qui est particulière. C'est la force de rencontrer le monde des non-juifs et de rester un tzaddik. C'est pas évident. C'est ce que Yosef va finir par prouver en Égypte. Puisque Yosef va arriver en Égypte très jeune, à l'âge de 17 ans, et ensuite, l'adjectif, le titre que va recevoir Yosef va être Yosef HaTzadik. Pourquoi est-ce que lui, en particulier, a eu droit à ce titre-là? Il y a beaucoup d'autres qui ont été des tzadikim, mais on ne les appelle pas forcément un tel le tzadik. Aujourd'hui, c'est assez répandu que à peu près une personne sur deux est appelée un tzadik. À cette époque, c'était plus rare. On était plus avare de distribuer le titre de tzadik. C'est une époque où on distribuait, peut-être que c'était pas plus mal d'ailleurs. On savait exactement qui pouvait porter ce titre de tzadik. Alors, Yosef, c'est cette force-là. C'est une force très particulière. C'est la capacité extérieurement, des fois, d'apparaître même comme les autres, comme Yosef va l'être en Égypte, quand il va devenir finalement le second du roi. Et évidemment, tout le monde en Égypte reconnaît sa valeur, sa capacité de diriger un pays à tous les niveaux, y compris au niveau économique, mais il est resté tzaddik. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a affronté des épreuves. Les épreuves ne sont pas évidentes. Okay? Par exemple, quelles sont les épreuves que Yosef va affronter? La femme de Poutifar, le fait que quand il voudra se faire reconnaître de ses frères, il le fera en montrant que lui aussi est circoncis. Ce n'est pas simplement un titre de reconnaissance. Si on est circoncis, alors ça veut dire qu'on est juif. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. C'est beaucoup plus sérieux que cela. C'est dire à ses frères, vous savez, la circoncision, la brit mila, est quelque chose qui impose. C'est un signe d'alliance entre le juif et son créateur. Ça impose, ça réclame une conduite.
Eh bien, je suis resté fidèle à cette conduite. C'est pour ça qu'il se sert de ce signe-là, précisément pour se faire reconnaître de ses frères. C'est pas par hasard. Ok, c'est comme si quelqu'un, avant, je me rappelle qu'on avait un petit pendentif là, et dedans, il y avait soit un Sefer Torah, soit un Magan David. Ok, c'est pas le fait que, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'y crois. Ça veut dire j'appartiens à cela. J'appartiens à cette identité. Voilà ce que Yosef est en train de dire à ses frères. Donc Yosef est la capacité d'affronter le monde de Esav et de rester un tzaddik. Alors pour ça, ça demande des vertus et des qualités tout à fait particulières. Parce qu'il est très facile de se laisser entraîner par le monde de Esav en pensant qu'en adoptant la conduite de Esav, on peut survivre chez Esav. Le plus grand danger qui menace ceux qui vont devoir affronter cette civilisation, c'est de penser à la guerre comme à la guerre. Ça veut dire quoi, à la guerre comme à la guerre? C'est pas nous qui avons inventé cet adage. Ça veut dire que si tu veux survivre à la guerre, ben, il faut te comporter comme l'ennemi. À la guerre comme à la guerre, c'est ça que ça veut dire. Or, précisément, pour affronter Esav, et pas seulement au niveau physique, où c'est pas une lutte simplement qui est d'ordre physique, puisqu'on va voir ensuite que Yaakov devra surmonter l'ange de Esav. C'est-à-dire quoi? C'est sa force, c'est sa capacité de dire quelque chose. L'ange de Esav, c'est pas le soldat de Esav, c'est le contraire. C'est Esav qui est le soldat de cet ange. C'est le contraire. C'est-à-dire que Esav a une force en haut. C'est une force importante. Elle est sérieuse. Et Esav sur terre la représente. Donc, quand Yaakov devra affronter donc l'ange de Esav, ça voudra dire que il a amené une force d'ordre aussi moral et spirituel face à Esav, et qu'il doit emporter victoire. Il remporte victoire, mais il est blessé. C'est pas évident. C'est pas quelque chose, c'est pas un combat dont on sort facilement. Ça laisse des cicatrices, ça laisse des blessures, et on les voit. Alors, il y a besoin de cette force de Yosef. Et quand Yosef naît, Yaakov le sent. Il sent que Rachel lui a amené cette capacité de pouvoir affronter, pas seulement lui individuellement, mais lui et toute sa descendance, que lui va avoir la capacité d'affronter Esav, et sa descendance aura la capacité d'affronter les descendants de Esav. Tant que cette force n'est pas apparue, Yaakov est inquiet. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de rencontrer Esav. Il faut bien être conscient de cela. C'est pas quelque chose qui est évident. Esav a une force énorme. Il est le frère jumeau de Yaakov. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Être le frère jumeau de Yaakov, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas rien. Ça veut dire que si tu penses que Yaakov est un grand personnage, ça veut dire que Esav est un grand personnage. Maintenant, on peut être un grand personnage pour faire des bonnes choses, et on peut être un grand personnage pour faire les pires choses. Mais on est un grand personnage. C'est pas n'importe qui. Vous comprenez? On n'est pas, Esav, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qu'il va falloir affronter. Alors, quand Yaakov voit naître Yosef, il le sent, il comprend ce que ça veut dire. Quand Yaakov connaît la signification des choses, il dit voilà, maintenant, on peut partir. Laisse-moi partir que je retourne chez moi. Vers cette époque, Rivka, la mère de Yaakov, envoya Dvorah, sa nourrice, avec 2 serviteurs d'Yitzhak, chez Yaakov pour lui faire dire de rentrer à la maison paternelle. Le terme de ses 14 ans de service étant arrivé. Yaakov informa Lavan du message de sa mère et lui demanda la permission de rejoindre son pays. C'est-à-dire que
En fait, c'est important de remarquer ici pourquoi c'est important cette histoire. Cette histoire, elle veut dire quelque chose. Elle veut dire que la mère de Yaakov réclame son retour. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, ok, tu as passé le temps que tu devais passer chez Lavan, chez Monsieur Leblanc, traduction littérale. Vous connaissez une autre traduction de Lavan que Monsieur Leblanc? Non, on est d'accord. C'est la traduction de Lavan, c'est Monsieur Leblanc. Tu as passé le temps que tu devais passer chez Monsieur Leblanc, chez Lavan, est arrivé le temps du retour. Il y a quelque chose, il y a un appel qui est lancé par Rivka, la mère de Yaakov, pour lui dire, mon fils, il faut revenir. Ton tour est arrivé. Jusqu'à présent, qui est-ce qui servait Yitzhak? Qui est-ce qui servait Yitzhak jusqu'à présent? Esav. Et la mère de Esav et de Yaakov dit à Yaakov, maintenant est arrivé ton tour. Reviens au pays. Reviens dans la maison de tes ancêtres. Reviens chez toi. Alors, à ce moment-là, on voit que Yaakov, ayant la force, il a une double force là. Vous comprenez? Yaakov est animé maintenant d'une double force. Premièrement, il sait qu'il a ce qui lui permettra d'affronter Esav, et il a l'appel téléphonique de sa mère qui lui dit de revenir. Il y a deux choses qui se passent. Revenir en Israël veut dire affronter Esav. Voilà. C'est ce qu'on apprend dans la paracha. Ce qu'on apprend dans la paracha, c'est que revenir en Israël, on est appelé par sa mère, c'est obligatoirement affronter Esav. Et quand Yaakov est persuadé qu'il a maintenant la force de le faire, alors il se met en chemin et il s'adresse à Lavan. Ok? Il s'adresse à Lavan. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Lavan? Parce que ça, c'est aussi une histoire. L'histoire, effectivement, du retour passe par le fait d'affronter Esav, obligatoirement. Il ne faut pas se leurrer, ça passe obligatoirement par cela. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut quitter. Qui ça? Lavan. Or, Lavan lui donne l'hospitalité depuis longtemps. Il lui a donné l'hospitalité, il lui a donné ses filles, il a eu des enfants, il a grandi grâce à lui, il s'est enrichi grâce à lui. Ok? Il faut donc, comment gérer l'histoire de Yaakov avec Lavan? C'est pas évident. Lavan est son oncle. Comment gérer cette affaire? Donne-moi mes femmes. Je ne veux partir qu'avec ton autorisation. Ah, intéressant. Yaakov ne veut quitter Lavan qu'avec l'autorisation de Lavan. Moïse demande également à son beau-père, qui était Yitro, l'autorisation de le quitter pour se rendre en Égypte. Mais Anienne. Alors nous dit Estelle, bon, c'est une histoire de Kiboud Avaim. C'est une histoire de Kiboud Avaim, c'est intéressant, parce que dans un cas, c'est l'oncle, dans l'autre cas, c'est le beau-père. C'est pas évident, ça, que ce soit une histoire de Kiboud Avaim. Dans les deux cas, c'est le beau-père. Hein? Dans les deux cas, Et dans les deux cas, l'oncle, parce que l'oncle, comme dit Yehuda, effectivement, et lui aussi est le beau-père. C'est l'oncle qui est le beau-père. Dans les deux cas, c'est le beau-père. Tous deux avaient une mission de portée historique à accomplir dans leur pays. Aussi bien Yaakov qui devait revenir, que Moshe qui devait rentrer, qui devait aller en Égypte pour faire rentrer son peuple en Israël. Leur conscience morale leur interdisait néanmoins d'aller l'entreprendre avant d'avoir obtenu la permission de quitter celui chez qui ils avaient reçu l'hospitalité. Fût-ce un Lavan qui avait trompé son propre gendre sans le moindre scrupule. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Pour quitter l'exil où on est, on a besoin d'une autorisation. Voilà. On pense, on sent qu'on a besoin de recevoir l'autorisation. On l'a reçu ou pas? Mais bien sûr qu'on l'a reçu.
Yaakov consentit cependant à rester encore 6 ans chez Lavan, puis il le quitta finalement sans prendre congé et en prenant la fuite. Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est 6 ans supplémentaires. Pourquoi? Parce que Lavan lui a dit, après il a travaillé 7 ans pour Rachel, qui était Léa. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, une deuxième fois. 14, on a fini. Alors à ce moment-là, il est allé demander à Lavan l'autorisation de partir. Lavan lui a dit, tu peux partir. Et tu peux partir sans rien. Tu bouges, tu prends rien. Tu laisses tout ici. Rien, tu prends rien. Pourquoi? Parce que ce que tu as travaillé, c'était pour te marier avec Rachel et Léa. Tu veux avoir quelque chose, tu restes encore à travailler. Alors il est resté encore 6 ans de plus pour travailler. Ça s'appelle la parnassa. Il paraît qu'il y a des gens qui ne font pas leur aliyah à cause de la parnassa. Il paraît. Alors voilà, donc il est obligé de rester encore 6 ans. Ok. Puis il le quitta finalement sans prendre congé. Pourquoi? Parce que c'était 6 ans de trop. Parce qu'une fois qu'il s'était marié avec Rachel et Léa, et qu'il a vu les femmes qui lui permettaient d'engendrer le peuple d'Israël, ces 6 ans-là étaient déjà pour quelque chose qui paraissait matériel. Et donc à ce moment-là, si tu parles avec moi de matière, alors moi, Lavan, je m'y connais. Et il n'est pas question que tu partes d'ici facilement. Ce qui finalement d'ailleurs va arriver, à tel point que Yaakov va être obligé de se sauver. Après les 6 ans, Oui, ce fut au moment où Rachel était à nouveau enceinte. Il ne voulait en aucun cas que le 12e fils, qui devait couronner la famille d'Israël, vienne au monde en dehors de la terre promise. Il savait aussi que la Shekhinah ne s'attacherait à la famille que dans l'enceinte de la terre d'Israël. Aussi résolut-il alors de renoncer à la permission de son beau-père irascible à l'encontre de Moshe, dont le beau-père, lui, était loyal. Parce que Yitro a compris que tout ça, c'était du bluff, l'idolâtrie. Mais Lavan, non. Alors, Monsieur Leblanc lui a dit, écoutez, vous voulez partir, mais vous laissez ici tout. Si vous voulez partir. Mais Yaakov, finalement, il a compris qu'il est obligé de se sauver, sauve qui peut. Tu sais avec quel zèle je t'ai servi, pourtant, dit Yaakov à Lavan. Bien peu d'êtres humains ont connu un labeur de 14 ans, semblable à celui de Yaakov. Ce n'était pas pour sa femme et ses enfants qu'il avait travaillé, mais uniquement pour le droit d'épouser 2 femmes qui, par surcroît, ne lui apportèrent aucune dot. La meilleure preuve, c'est qu'au bout de 14 ans, il est obligé de partir sans rien, s'il veut partir. Ces 14 années créèrent néanmoins la base de la vie familiale et nationale de la maison de Yaakov. Elles furent empreintes de noblesse d'esprit, de dévouement moral et du souffle idéal d'une saine compétition pour la création de la famille d'Israël. Tov, là-bas, quand même, est né Beth Yaakov. Sauf une exception. Binyamin, qui lui naîtra en dehors de Lavan. C'est-à-dire qu'il y a un noyau dans la famille de Yaakov qui n'a pas connu l'emprise de l'exil, qui n'a pas connu l'esprit de l'exil, qui n'a pas connu la nécessité de négocier avec celui qui m'a donné l'hospitalité pour qu'il me laisse partir avec quelque chose quand même. Elle montre également la place prépondérante que l'épouse juive occupe au sein de son foyer, infligeant, alors là, pour les dames, ce passage-là est pour les dames, vous pouvez le prendre avec vous à la maison, infligeant ainsi un démenti catégorique à la légende de l'infériorité dans laquelle la femme serait tenue dans le cadre de la... Ça, c'est tout ce discours, c'est pour ceux qui par hasard tomberaient là-dessus, à l'instar des mœurs orientales. Au terme des 14 ans, Yaakov en était exactement au même point qu'au début. Il n'avait en plus que les soucis que lui causait sa famille nombreuse.
et son seul trésor n'était autre que celui qu'il avait emmené avec lui en quittant ses parents, sa chokhma, sa émouna et sa force. Et grâce à cela, finalement, ça va marcher, ça va réussir. Grâce à ça, il arrive à se sauver de chez Lavan. Évidemment, au retour, ça ne va pas être facile. Comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, le retour impose la rencontre avec Esav, et la rencontre avec Esav va être double. Et avant de rencontrer Esav, il va d'abord rencontrer la force d'Esav, ce que l'on appelle l'ange de Esav, c'est-à-dire la force d'Esav. Ça veut dire quoi? Son contenu, son génie, ce qu'on appelle en français le génie. Le génie, pas dans le sens de il est génial, mais dans le sens de ce qu'il a en lui, de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de ce qu'il veut dire, de son contenu de culture, de civilisation, d'esprit, etc. Et après avoir rencontré cet ange-là et l'avoir surmonté, alors Yaakov doit continuer son chemin, et cette fois-ci, c'est Esav qui l'attend en bonne et due forme à l'entrée d'Eretz Israël pour lui dire qu'il veut tout simplement en terminer avec lui. Parce que il n'a pas eu il y a 20 ans quand il a réussi à se sauver, mais maintenant qu'il revient, alors là, il attend de pied ferme. Mais ça, c'est déjà la prochaine paracha. La paracha de cette semaine, c'est que Yaakov doit d'abord quitter Lavan pour ensuite affronter Esav. Mais il y a donc quelque chose d'intéressant. Notre histoire est quelque chose d'extrêmement élaboré. C'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de simple. Parce que il faut que Yaakov quitte Eretz Israël et la maison de ses parents pour aller créer une famille en dehors d'Eretz Israël, aller jusqu'à Haran, avoir l'hospitalité pendant 20 ans multiplié par 100, ça fait 2000 chez Monsieur Leblanc, et finalement, il va ramener avec lui beaucoup de choses. Il est clair que pendant notre exil, on a accumulé beaucoup de choses, des grands trésors, et au niveau spirituel, et au niveau moral, et notre capacité de rester Israël, même en étant chez les nations. Mais voilà que l'on reçoit un message de notre mère qui nous dit « rentrez ». Et voilà que les choses commencent à se compliquer avec Monsieur Lavan qui nous dit « mais tout ce que tu as, c'est de moi que tu l'as pris. Et tout ce que tu as, c'est à moi. Parce que c'est bien clair que c'est chez moi. C'est tout, c'est passé chez moi. Alors tu es un voleur. Tu veux prendre tout. Tu veux prendre mes filles. Tu veux prendre mes petits-enfants. Tu veux prendre mes troupeaux. Tu veux tout prendre. » Alors à ce moment-là, Yaakov sent que ça commence à roussir et qu'il n'a pas le choix que de déguerpir. Et c'est ce qu'il fait. Et qui a probablement quelque chose à apprendre de cela pour ceux qui veulent encore prendre quelque chose avec eux. Et on leur dit, et on nous dit, n'oubliez pas, vous revenez en Eretz Israël, mais il y a un frère qui vous attend, il n'a pas forcément de bonnes intentions. Alors ça aussi, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut penser et à laquelle il faut se préparer. Et l'histoire d'Israël est une histoire qui n'est pas aussi simple que ça, parce qu'elle est très riche. L'histoire des peuples, et il y a des peuples qui ont une histoire assez simple, elle n'est pas très riche. L'histoire d'Israël est une histoire qui est très riche. Or, ce qui est riche est compliqué. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que finalement, Israël a la capacité de rencontrer toutes les civilisations possibles et imaginables, tous les genres de Lavan et tous les genres de Esav, et finalement d'arriver à s'en sortir, et même d'être créatif et de faire des choses extraordinaires qui vont finalement être ce que l'on connaît du Am Israël, grâce à Yaakov qui a créé sa famille. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, mais voilà que déjà dans notre paracha, on sent très bien comment ce qu'on est en train de vivre maintenant est en train de nous préparer au présent, pas à l'avenir, de nous préparer au présent, pas l'avenir. L'avenir, c'est déjà le présent. Moi, j'ai une question de Faudra. Pourquoi se prendre les 7 ans plus 7
plus 6. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner par rapport à ce que Jacob a tenté? Il vient nous enseigner qu'à chaque fois, c'est un monde entier. 7 ans, un monde entier. 7 ans, c'est un cycle qui représente un monde. Comme les 7 années qui se terminent par la Shemitah. C'est-à-dire que Jacob se marie avec Léa, c'est un monde. Un monde. Jacob se marie avec Rachel, c'est un monde. En plus de ça, il se marie aussi avec les sœurs Bila et Zilpa. C'est un monde. Et ensuite, il reste encore la même période de temps à passer, cette fois-ci pour construire quelque chose qui fait que l'on a une place dans ce monde. Mais précisément, au moment où on va terminer les 6 ans, la 7e année, qui est la 7e du repos, ça ne peut pas se passer là-bas. La 7e année, elle peut pas, la 7e année de Shemitah, du repos, ne peut pas se terminer là-bas. Elle est obligée de se terminer ici. C'est ici qu'il y a 3 repos, c'est pas là-bas. Shabbat Shalom.